Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre du festival Tarbes en Philo, dans cette édition 2023 qui s'est déroulée du 31 mars au 2 avril et dont le thème était l'art pour ne point mourir de la vérité, Reliance en Bigorre avait invité le philosophe Michael Fessel, donc, qui a donné une conférence sur la post-vérité que vous allez pouvoir entendre. Alors cet enregistrement est audible et intelligible malgré qu'il était enregistré en public et donc je l'ai fait, j'étais au deuxième rang et les intervenants étaient sur la scène, mais il me paraît quand même audible, donc j'ai tenu à vous faire partager, avec l'accord aussi de Reliance en Bigorre, cette conférence de Michael Fessel, donc je vous laisse écouter. Peut-être dans la deuxième intervention que je ferai cet après-midi, je ne parlerai pas directement de la phrase de Nietzsche sur le rapport entre art et vérité, plutôt cette notion de post-vérité. Enfin, je voudrais, en forme de clin d'œil, remarquer que vous avez, par votre dispositif, en quelque sorte, rendu possible une bonne compréhension de cette phrase, puisque si, comme vous l'avez rappelé, la vérité visée par Nietzsche, c'est celle des philosophes, celle que j'incarne un peu ici pendant une heure. Si vous mourrez d'ennui devant cette vérité, vous avez quand même l'art derrière pour vous en détendre. Alors effectivement, Rosemary l'a dit, je vais parler de cette notion que sans doute vous avez entendu de prononcer dans les médias. Nous vivrions l'ère de la post-vérité. Il y a d'ailleurs une tendance contemporaine à vivre dans l'ère des postes, la post-modernité, la post-métaphysique, la post-vérité. Donc cette idée que nous vivrions une époque qui serait caractérisée par son divorce avec la vérité et que nous aurions rompu avec la modernité qui, elle, se fondait sur la promotion de la science, du savoir, de l'objectivité, et que désormais, en particulier via les réseaux sociaux, nous serions parvenus à une période d'après cette vérité ou cette croyance dans la vérité qui poserait toute une série de problèmes, évidemment, politiques, comment faire commun, comment faire cité, comment faire nation, dans un contexte où chacun non seulement croit dans ses opinions, ce qui n'est pas nouveau, mais confond son opinion avec la seule vérité accessible et qui peut être énoncée, par exemple, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Alors, qu'on soit philosophe ou historien en général, quand on vit dans une époque comme la nôtre qui est un peu ivre de sa nouveauté, qu'on est convaincu que ce que nous expérimentons, ce dont nous souffrons aussi, personne n'en a souffert auparavant. L'opération philosophique consiste à dire que finalement il n'y a pas forcément autant de nouveautés qu'on le dit, que les choses sont plus anciennes et qu'en l'occurrence le conflit entre vérité et politique ou vérité et démocratie est aussi ancien que la philosophie elle-même. Donc je vais faire un peu ce travail des enchanteurs, si je puis dire, c'est-à-dire montrer que nous ne vivons peut-être pas quelque chose de nouveau, plus exactement pour comprendre ce qui est nouveau dans notre situation, notre rapport à la vérité, il faut faire un certain nombre de détours. Et en particulier, j'aimerais commencer par après ce petit préalable, par une formule qui m'avait beaucoup intéressé au moment du Brexit, des débats sur le Brexit, de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, où il y a eu un débat à Londres où quelqu'un qui était favorable, qui était opposé au Brexit, expliquait que si la Grande-Bretagne, ça s'est vérifié du reste, si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, eh bien il y aurait un effondrement du PIB, du produit intérieur brut anglais. Et une femme qui était dans la salle, et qui visiblement, je suppose, s'était relatée dans le journal The Guardian, qui était, elle, favorable au Brexit, avait dit, contre cet argument par le PIB, elle avait répondu, de quel PIB parlez-vous, le vôtre ou le nôtre?
Et cette phrase m'a paru être extrêmement significative, à la fois dans sa limite et dans son intérêt. C'est au fond le fil conducteur que je vais adopter pour réfléchir à cette notion de post-vérité. Très significative parce que si on la prend au sens, je dirais, élémentaire, littéral, elle n'a pas de sens. Le produit intérieur brut fait partie de ces grandeurs factuelles, de ce qui est produit en termes de richesse par une nation une année donnée, et au fond, de sa quantification, de son élaboration, il n'y aurait pas débat. Donc au fond, parler de PIB, le vôtre ou le nôtre, ce serait typiquement une mauvaise compréhension, une mésinterprétation du rapport de la politique à la vérité. Il faudrait au fond, répéterait ou dirait celui qui se place du point de vue du PIB, donc du point de vue de l'économie, au minimum, devrait-on s'entendre sur la richesse que l'on produit. On pourrait discuter du fait ou de la manière dont nous la distribuons, mais quant à sa quantification, il y aurait un accord minimal. Et s'il n'y a pas cet accord, alors cela voudrait dire que nous avons rompu avec toute espèce de rapport à la vérité ou à la réalité. Alors évidemment, si on en restait là, on aurait une tentation à penser quelque chose comme politique de la vérité. C'est-à-dire la politique serait simplement la mise en application, ne devrait être que la mise en application d'un certain nombre de principes, de connaissances, de réalités qui nous précèdent et sur lesquelles nous n'aurions pas de prise. Mais ce qui est intéressant dans la remarque qu'avait faite cette femme, votre PIB ou le nôtre, peut-être ne pensait-elle pas, mais vous savez, il y a un texte de Trotsky qui est un livre qui s'appelle Leur morale et la nôtre. Alors là aussi, la morale, la vérité, le PIB, on pense que c'est quelque chose qui vaut en tant que c'est partagé. Ben non, voilà des gens qui nous expliquent qu'en réalité, il y a du conflit, il y a de l'opposition, il y a de la guerre, comme aurait dit Nietzsche justement, même sur ce qui apparemment est censé être fait pour nous réunir. L'aspect corrosif de cette réplique, votre PIB ou le nôtre, marque ici au fond que, en politique, la vérité devient elle-même un enjeu conflictuel, un enjeu de discussion, un enjeu de confrontation. Alors ceux qui parlent de post-vérité, et qui considèrent que nous sommes rentrés dans une ère où justement la vérité est devenue tellement un enjeu de débat qu'au fond plus personne n'y croit, généralement se réfèrent, pour montrer du côté du pouvoir, je traiterai d'abord de la post-vérité du côté des gouvernants, puis de la post-vérité, pour autant qu'il faille garder cette notion, on va le voir, du côté des gouvernés, ou des citoyens plutôt d'ailleurs. Du côté des gouvernants, se sont beaucoup référés à Trump. C'est-à-dire à cette expérience où effectivement un chef d'État jouait pour le moins avec les faits, considérait, rompait les amarres avec toute espèce de vérité, mais alors c'est là où on est dans quelque chose d'un peu nouveau, pour substituer à une vérité même la plus factuelle et apparemment indiscutable, une autre vérité, une altère-vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une de ses conseillères qui s'appelait, j'ai noté ça, Kellyanne Conway, qui avait déclaré que je crois que c'était l'investiture de Trump au tout début de ces 4 années pleines de rebondissements passionnants qu'il nous a fait vivre, avait déclaré qu'il y avait eu énormément de monde pour venir l'acclamer à ça, plus de monde que sur Obama, parce qu'il y a toujours eu à côté chez lui, c'est pas le seul d'ailleurs, hableur voulant montrer sa supériorité. Il y a beaucoup plus de monde présent à son investiture qu'Obama, ce qui était factuellement faux. Mais elle avait déclaré, cette conseillère, oui, c'est faux du point de vue des faits médiatiques, mais pas du point de vue des faits alternatifs. Parce qu'elle appelait les faits alternatifs, c'est-à-dire ceux qui sont produits ou étaient produits par l'administration Trump via son usage, évidemment, des réseaux sociaux. Alors cette notion de fait alternatif laisse évidemment rêveur, si je puis dire, ou d'ailleurs au sens du cauchemar. C'est-à-dire l'idée que même les faits, même ceux qui se présentent comme apparemment indiscutables, eh bien, il y aurait comme un autre monde dans lequel les faits seraient en quelque sorte contraires aux nôtres. Alors, il y avait eu des discussions à un moment pour savoir si Trump n'était pas justement, par son goût pour la post-vérité, par son mépris pour la vérité en vérité, n'était pas le meilleur représentant de la philosophie postmoderne. Si ce n'était pas quelqu'un qui avait, pour employer un autre terme, qui est passé directement de la philosophie au grand public, il n'était pas le héros de la déconstruction. Il aurait déconstruit la vérité jusqu'au bout. Il y a eu des articles de presse qui ont mis ça en France, qui se posaient la question de savoir si Trump n'était pas un représentant de Nietzsche, de Derrida, de Michel Foucault, tous auteurs dont on peut douter raisonnablement qu'il les ait lus de près ou de loin, mais avec cette tentation qu'on a en France de vouloir expliquer les phénomènes politiques
les plus cocasses, si je puis dire, et parfois même les plus inquiétants, avec des figures philosophiques. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les penseurs dits de la post-modernité, auxquels appartenaient Simon de Derrida, Lyotard, ça vient de France, hein, pour une fois c'est un produit estampillé, mais qui est passé très vite aux États-Unis, avaient insisté sur le fait que nous vivrions une époque où nous serions sortis de la modernité, si par modernité il faut entendre une croyance, une adhésion dans la vérité scientifique, dans la démonstration scientifique. Les grandes noces, je dirais, de l'humanité, qui sont nées dans le siècle des Lumières, il y a un peu avant, au XVIIe siècle, les noces cartésiennes, entre vérité et science. Et dans la post-modernité dans laquelle nous serions, aujourd'hui, au fond, la science, bien qu'elle domine nos vies, et peut-être parce qu'elle domine nos vies comme elle ne l'a jamais fait auparavant, parce qu'elle est entrée, y compris par les moyens d'une technique de plus en plus intrusive, presque présente à nos corps elles-mêmes, la science ou la technique sont entrées dans nos existences. Et bien précisément pour cela, comme nos existences sont peut-être pas plus qu'avant, mais elles sont parfois décevantes, parfois faites de tristesse, parfois fondées sur du désœuvrement, et bien nous aurions rejeté aussi la science, la grande promesse de la science, la grande promesse de l'émancipation. Postmoderne, ici, je le dis rapidement, c'est cette idée que nous serions sortis des grands récits modernes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la science serait la garantie de notre progrès. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire pour expliquer cette sortie hors de la croyance dans la vérité scientifique, mais en particulier la crise écologique, le fait que les techniques contemporaines, la science la plus avancée peut mener éventuellement aussi à la catastrophe, à la fin du monde, expliquerait au fond ce divorce avec non seulement avec la science, mais avec l'idée d'un aspect fondamentalement émancipateur de la vérité. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait que Trump est ou non s'engage lui-même dans cette pensée post-métaphysique. Je verrais plutôt pour utiliser un terme de Nietzsche comme un représentant du nihilisme en quelque sorte. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que, au fond, la fin de cette croyance dans la science s'accompagne de l'apparition d'une autre forme de rapport à la vérité, où la vérité serait non pas tant ce que l'on démontre que ce que l'on dit d'elle. La vérité, il y aurait des faits alternatifs. Au fond, nous vivrions une période, c'est pour une part, je crois, exact, nous vivrions une période où la vérité de la science est tellement décevante, en quelque sorte, tellement désenchantée, comme on le dit, que finalement, le réenchantement par nos propres vérités, par des faits alternatifs, par d'autres histoires, éventuellement, j'y viendrai tout à l'heure, par un complot, ce désir d'une autre vérité a pris aujourd'hui la place du désir d'un autre monde qui a longtemps évité les désirs politiques, en particulier à l'époque où le modèle révolutionnaire était encore présent dans nos vies. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, puisque Nietzsche est un peu l'auteur sur lequel nous tournons aujourd'hui, c'est qu'au fond, ceux qui parlent de faits alternatifs, ceux qui considèrent que finalement tout ce que la science nous dit, tout ce que les experts nous exposent est sujet à caution, finalement ils ne rompent pas tellement avec la philosophie. Ce sont des philosophes qui s'ignorent en quelque sorte. Parler de faits alternatifs, c'est dire, sans doute si on connaît quelque chose en philosophie, on se souvient de l'allégorie de la caverne, l'idée que nous sommes tous enfermés dans un monde où la vérité se situerait à l'extérieur, dans un monde d'illusions, et au fond, il n'y a pas plus métaphysicien, il n'y a pas plus platonicien, de manière un peu comique et ironique, que les théoriciens trumpistes du complot qui pensent que la vérité est toujours ailleurs que dans les journaux, ailleurs que dans la presse, ailleurs que là où on nous dit qu'elle est, que finalement, il suffirait de nous détourner du monde des apparences pour aller retrouver cette vérité qui nous est cachée, parce qu'au fond, il faudrait nous y soustraire pour gouverner les hommes. Au fond, on a souvent cité, quand on parlait de Trump ou de la post-vérité, une phrase de Nietzsche qui était pour dire, voilà, finalement, Nietzsche, Trump et Nietzschien, c'est Nietzsche a écrit, effectivement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fait, pardon, il n'y a que des interprétations. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, et à partir de cette phrase de Nietzsche, on en a déduit que nous vivrions aujourd'hui à l'époque, ou à une époque, où le réel n'est plus que ce que nous disons de lui ou ce que nous en percevons. Aurait d'une certaine manière triomphé
un relativisme qui est peut-être plus radical que le relativisme qu'on a critiqué traditionnellement dans la philosophie, c'est-à-dire le simple fait de ne pas croire en la vérité, un relativisme plus radical qui consiste à dire « je crois en ma vérité ». Ma vérité est au fond la vérité que j'imagine être celle qui correspond au réel. Ma vérité est plus puissante que toutes les preuves scientifiques qui peuvent peser sur le réel. Et je voudrais essayer de comprendre pourquoi, au fond, nous avons cette tendance à opposer aux vérités politiques qui nous sont présentées comme irréductibles, au PIB qui nous est présenté comme la règle qui doit nous gouverner, des vérités alternatives. Et finalement, il y a peut-être quelque chose de positif, dans non pas dans la manière dont nous le réalisons, mais dans ce désir qu'il y ait des vérités alternatives. Parce que le désir qu'il y a des vérités alternatives, c'est d'abord le désir qu'il y ait des alternatives. Où il trahit le fait que nous avons un désir pour autre chose. Si vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Margaret Thatcher qui disait « il n'y a pas d'alternative, there is no alternative », c'est-à-dire pas d'alternative à des politiques néolibérales, de privatisation, d'accroissement du temps de travail, de prolongation de l'âge de la retraite, par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres. Il n'y a pas d'alternative. Évidemment, cela suppose, cela suggère que la politique, dans une démocratie, nous est dictée par les faits. Et les faits, c'est évidemment l'accroissement, en l'occurrence ici, des déficits, l'augmentation de l'âge de la mortalité, donc des faits objectifs qui nous dicteraient une politique. Alors, au fond, ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est qu'à la fois, évidemment, cette manière de concevoir la politique comme étant une politique réaliste, accordée tout de même à des réalités factuelles, est à la fois un gain du point de vue de la science. Mais en même temps, évidemment, elle suggère aussi que ce que nous devons faire est inscrit dans le réel. Autrement dit, que nous n'avons pas de moyen d'envisager autre chose que ce qui nous est donné, en général, sous figure de la science, de l'expertise, du savoir. Et ça crée forcément, et on le voit dans des périodes tendues aujourd'hui, beaucoup ou de colère, ou de ressentiment, ou en tous les cas d'incompréhension, le fait d'être gouverné par les choses, plutôt que d'être gouverné par nous-mêmes. Et au fond, je voudrais essayer de rechercher derrière évidemment, cette folie des faits alternatifs, cette histoire ou cette image d'une époque, la nôtre, qui aurait rompu avec toute espèce de réalisme, néanmoins quelque chose comme un désir positif qu'il existe d'autres récits, d'autres manières de décrire les faits, d'autres manières aussi de transformer les choses. Et pour le comprendre, au fond, rien de plus simple, il faut se demander ce que la politique fait à la vérité. Et en particulier, la politique, et surtout quand il s'agit de la démocratie, et c'est là où on voit que ce n'est pas tellement nouveau, forcément, elle rend la vérité plus fragile, plus incertaine que la science. À moins de penser, d'ailleurs, que la politique relève d'une science. Il y a une science un peu étrange, qui s'appelle les sciences politiques, qui n'est pas vraiment un objet, qui est un grand succès académique, mais dont on ne sait pas, au fond, finalement, quel est exactement leur objet, sinon les sondages, précisément, la manière d'évaluer les opinions. Mais la question n'est pas réglée de savoir, pour autant, surtout en démocratie, si la manière de vivre ensemble et d'organiser une vie relève d'une science, d'un savoir. Car évidemment, s'il y a une science du politique, et du thèse platonicienne d'ailleurs, s'il y a une science du politique, il y a forcément des scientifiques du politique, des sachants du politique. Ceux qui savent doivent gouverner à ceux qui ne savent pas, aux ignorants. Autrement dit, si la politique doit être liée à la vérité et soumise à la vérité, alors ceux qui savent et connaissent la vérité doivent tout naturellement gouverner. Pour Platon, pour le dire très rapidement, c'est les philosophes qui connaissent la vérité et la justice. C'est donc eux qui doivent gouverner. Ce qui est pour ma corporation un grand honneur. Mais aujourd'hui, on ne considère plus spontanément que les philosophes doivent gouverner. D'ailleurs, les rares fois où ils l'ont fait, ça a été catastrophique. Pour Platon lui-même, d'ailleurs, qui a essayé de conseiller un tyran. Ça s'est très mal passé, il a manqué de se faire égorger plusieurs fois. Bon. C'est-à-dire cette idée que le conseiller du prince, ou même le prince lui-même, doit être quelqu'un qui est en quelque sorte en ligne directe avec l'absolu ou avec la vérité, nous l'avons abandonné. Par contre, nous n'avons pas du tout abandonné, nous, peut-être les citoyens l'ont abandonné, mais les gouvernants pas, l'idée qu'une certaine compétence est nécessaire pour gouverner.
Et c'est bien ce que l'on appelle technocratie, pouvoir par celui qui a la techné, c'est-à-dire celui qui a le savoir ou le savoir-faire. C'est le pouvoir des experts. Et cette manière, je dirais, d'aborder la politique, on ne peut pas dire qu'elle est inexistante aujourd'hui, qui fait que chaque fois qu'une décision doit être prise, c'est un fait qui est cité, c'est-à-dire de l'ordre de ce que Nietzsche appelait le fatalisme, une belle formule. Le fatalisme, c'est une forme du fatalisme, c'est celui qui cite le fait comme étant déjà un argument. Bon, encore une fois, chacun prendra les exemples qu'il désire, mais le fait du déficit, d'ailleurs en l'occurrence ici pas très existant, mais des caisses de retraite, implique nécessairement et absolument, et sans que toute discussion soit possible, un report de l'âge de départ à la retraite. Mais évidemment, ce n'est pas le seul exemple où des faits sur lesquels, je répète, nous avons de plus en plus de mal à nous entendre, impliquent des conséquences politiques. Mais c'est là où, à mon avis, l'explication disant mais nous vivons à l'époque de la post-vérité est une explication quand même un peu limitée. Parce que c'est précisément parce qu'on nous a trop souvent politiquement présenté des faits comme des nécessités, des faits comme des arguments en faveur de telle ou telle politique, que cette politique, si elle ne nous plaît pas ou ne nous convient pas, eh bien, par extension, on finit par nier les faits qui la fondent. Je ne sais pas si ce que je dis est assez clair. C'est-à-dire, au fond, on nous a trop présenté les faits, qui sont souvent, je vais y revenir dans un instant d'ailleurs, présentés sous la figure de chiffres. Les faits, ce sont les chiffres. La vérité, aujourd'hui, est de plus en plus présentée en confusion avec l'objectivité, d'ailleurs, sous une forme chiffrée. Eh bien, parce que les implications de ces faits, de ces chiffres ou de ces vérités, entre guillemets, de cette objectivité, ces implications sont socialement, parfois éthiquement insupportables, ou en tout cas que certains ne les supportent pas, que au fond, on a commencé à désirer d'autres faits, finalement. Voilà. C'est avant d'arriver tout de suite à ceux, en général, que l'on critique, et à juste titre, dans notre divorce avec la vérité, à savoir les théories du complot, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce que les faits nous étant souvent et de plus en plus présentés comme des justifications pour un certain nombre de politiques qui peuvent parfois être injustes, eh bien, au fond, la tendance est de dire que, après tout, ces faits n'existent pas. Alors, la théorie du complot, justement, elle se fonde, enfin, je ne nie pas du tout le fait qu'elle soit aujourd'hui dominante, en particulier sur les réseaux sociaux. Ces théories du complot, là aussi, généralement, on en fait la critique, et c'est heureux, mais on en fait la critique du point de vue simplement de la vérité. Ceux qui sont complotistes, leur erreur, ce serait d'avoir rompu, voire de mentir, mais même s'ils le sont sincèrement, si je puis dire, complotistes, leur erreur consisterait à ne pas voir que la politique se fonde justement sur des vérités qui sont démontrables ou que l'on peut tout du moins établir de manière consensuelle. Or, je ne sais pas vous, je vais essayer de proposer ici une théorie du complotisme un peu différente parce que je ne sais pas vous, mais pour ce qui est de moi-même, en tous les cas, je complote en moyenne 2 fois par jour. Si on appelle complot le fait précisément de partager un récit, une histoire avec quelqu'un, mais de ne pas la partager avec tous pour que ce récit, cette histoire, cette intention, ce plan, cette stratégie puisse fonctionner, alors oui, dans la vie, il y a des complots, il y a des ruses. Les complots ne s'élaborent pas forcément au château de l'Élysée ou à la Maison-Blanche. Les complots s'élaborent à côté de la machine à café au bureau, d'ailleurs qu'on a un chef qu'on va essayer, avec lequel il faut un peu ruser, c'est légitime d'ailleurs. Les complots s'élaborent aussi dans des chambres d'hôtel où des amants d'un jour se retrouvent. Il y a des mensonges dans la vie, le mensonge fait partie, je dirais, de la vie sociale. Je ne dis pas qu'il fait partie de la vie morale. Il est immoral, mais une fois qu'il est dit qu'il est immoral, il est un des fondements de la vie en société. Il faudrait d'ailleurs s'interroger un peu sérieusement sur ce que serait une vie sociale, je dis bien sociale, fondée sur la transparence absolue de toutes nos intentions. Je pense que personne ne ressortirait vivant de cette salle si elles étaient visibles à tous. Autrement dit, on ne cesse de comploter, et je dirais qu'en soi, ça n'est pas problématique.
problématique lorsque ça fait l'objet d'une théorie. Et qu'au fond, on ramène la multitude de nos complots personnels, et aussi des petits complots politiques, c'est-à-dire des stratégies tout simplement politiques. Pour prendre le pouvoir, il est bon de ne pas énoncer d'emblée ses arrière-pensées. Bon, quand on les unifie dans un responsable, la recherche d'un coupable, d'un seul complot planétaire, ou national en tout cas, qui gouvernerait tous les autres. Pourquoi on retomberait? Parce qu'on retombe là dans la métaphysique, au sens péjoratif du terme, à savoir, nous vivrions dans une caverne, tous nous mentiraient, il y aurait à l'arrière de nous, mais qu'on nous empêcherait de voir par toute une série d'interdits médiatiques ou autres, une vérité qui révélerait la totalité des choses. Je dirais, on devient complotiste et non pas simplement affectueux à l'égard des petits complots de la vie ou des grands complots de l'État. On devient complotiste lorsqu'on sacrifie son désir de comprendre à sa passion du sens. La passion du sens, c'est probablement ce dont il faut le plus se méfier. C'est un peu étrange que les philosophes disent ça, mais parce qu'en tant que passion, c'est la recherche d'une cause unique qui permettrait d'expliquer la totalité de nos phénomènes, c'est-à-dire en l'occurrence ici de ce que nous subissons. Un maître d'œuvre caché qui serait, que ce soit la finance internationale ou autre, qui serait à la source de tout ce qui nous arrive. Au fond, la théorie du complot, souvent elle est assez odieuse dans la manière dont elle se présente, mais elle est aussi fausse simplement par méconnaissance d'un des éléments fondamentaux de l'histoire humaine, ou des causes fondamentales de l'histoire politique humaine en général, c'est-à-dire la bêtise. On oublie que la bêtise est une des raisons, c'est Raymond Aron, je crois qu'il disait ça, la bêtise explique beaucoup de choses dans l'histoire, plutôt que d'aller chercher des complots, ce qui suppose, au fond, de prêter beaucoup d'intelligence à nos gouvernants, de leur donner une maîtrise absolue, ou l'idée, ou de fantasmer plutôt en eux, dans les gouvernants, que ce soit économiques ou politiques, de fantasmer chez eux une maîtrise totale des événements. Or, si l'on peut considérer quelque chose qui est finalement assez rassurant, dans un sens, c'est que même à l'ère du tout sécuritaire, même à l'ère des médias, on dirait de grande masse, même à l'ère du virtuel, au fond, les politiques ne maîtrisent pas plus le réel, leur agenda, leur calendrier qu'auparavant. Nous vivons en ce moment une série d'événements où on se rend compte que, au fond, si complot il y a, il est très mal fait. Hein, si vous voulez. Ça n'est pas très efficace, je dirais, dans ces réalisations. Autrement dit, être attentif, y compris en politique, à ce qui est de l'ordre du ratage, j'ai dit la bêtise de manière un peu provocante, du ratage, du non prévu, de l'imprévu, y compris de la part des gouvernants. Hein. Ici, je suis encore chez les gouvernants. C'est aussi, d'une certaine manière, faire le préalable de toute action politique positive, je crois, c'est-à-dire dédramatiser un peu la puissance des souverains ou la puissance des chefs ou la puissance, ça aussi peut-être dans les rapports politiques avec nos dirigeants d'entreprise, etc. Hein. C'est-à-dire ne pas prêter trop de machiavélisme aux princes. Et se rendre compte qu'ils n'ont pas tout prévu et que même ils vivent sous le régime de l'imprévu, et puisque ça a été évoqué tout à l'heure aussi, si on reprenait les choses du point de vue du Covid, qui Dieu sait ont donné lieu à beaucoup de théories du complot, on se rendrait compte en regardant tout ce qu'on a déjà cité, il faut des masques, il n'en faut plus, enfin, il n'y a pas de complot là-dedans, il y a simplement d'abord ou de l'incompétence ou simplement une ignorance, mais le problème du pouvoir, surtout dans les structures très monarchisantes en France, c'est que le roi n'avoue jamais son erreur. C'est quelque chose qui évidemment fait que là aussi on a tendance à penser que tout est prévu, la vérité qu'on essaie de nous faire croire, etc., est tout à fait calculée dans des concepts plus ou moins sombres et obscurs. C'est que plutôt que d'arriver et dire bon bah finalement je me suis trompé, bon avant qu'on arrive à cet aveu, surtout dans l'actuel, il y a des tas de choses disons, pour arriver à cet aveu, il faudra véritablement changer le personnel politique. Il y a une phrase de Lacan d'ailleurs que j'aime beaucoup à cet égard qui dit, je fais une référence à personne là, Lacan, le psychanalyste, le fou n'est pas celui qui croit qu'il est le roi alors qu'il n'est pas le roi. Donc le fou c'est pas d'abord celui qui se prend pour Napoléon, le roi, et qui en fait c'est un citoyen lambda. Il dit le fou, en tout cas le plus radical, c'est celui qui croit qu'il est le roi alors qu'il est le roi.
Et donc cette adhésion, je dirais, pour le coup un peu délirante à sa position sociale, parce que je suis le chef, je mérite de l'être, je le vaux bien, etc., et peut-être plus à craindre que toutes sortes de complots. Alors, je voudrais quand même donner ici un aspect plutôt plus positif du rapport à la post-vérité, en m'intéressant maintenant, non pas tellement au rapport dont j'ai essayé de montrer qu'il a toujours été équivoque, ambigu des gouvernants avec la vérité, hein, encore une fois, ce n'est pas tellement nouveau de constater que la vérité n'est pas le maître mot de ceux qui nous gouvernent, tout simplement, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que le concept même de vérité n'est pas forcément soluble dans la politique et la recherche du pouvoir. Mais ce qui est sans doute nouveau, et qui justifie peut-être ce terme de post-vérité, c'est le rapport que les citoyens, ou les individus, entretiennent avec la vérité. En particulier, le fait que l'apparition dans nos vies, et même le fait que nos vies soient de plus en plus, nos corps même d'ailleurs, soient de plus en plus reliés à ce type d'instruments, aux réseaux sociaux, transforme en profondeur notre rapport au discours vrai, ou en tout cas au discours, donc aussi à la vérité, car la vérité, c'est d'abord une caractéristique du discours. Qu'est-ce qui peut être vrai ou faux? C'est une phrase, c'est une proposition, il faut parler. Nous n'avons de rapport à la vérité ou au mensonge, à la vérité ou à l'erreur, que parce que nous sommes d'abord des êtres parlants. Et il se trouve que nous n'avons probablement jamais été aussi parlants, et plutôt écrivants d'ailleurs, mais énonçant que depuis qu'existent les réseaux sociaux. Et en particulier que chacun d'entre nous, avec des degrés plus ou moins grands, je dirais, d'addiction à ce type d'objet, plutôt de technique, eh bien, a tendance, au fond, et c'est une des promesses de la démocratie, je dirais jusque-là, c'est parfaitement légitime, à vouloir devenir, au sens littéral, je dirais, auteur. Auteur de sa vie, mais aussi auteur, je dirais, de sa vérité, pour l'instant. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qu'on appelle à juste titre des sociétés de l'information. Les sociétés de l'information, ça ne veut pas simplement dire que nous sommes entourés de chaînes médias ou de chaînes d'information continue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le réel est devenu de plus en plus un ensemble de messages. Nous recevons tous les jours et nous produisons une quantité presque inassimilable d'informations. Puisque le rôle de la presse traditionnelle s'est affaibli, c'est-à-dire le rôle de classer, de hiérarchiser l'information, via les réseaux sociaux, nous sommes en quelque sorte assaillis de phrases, de mots, d'informations. Alors, information ici ne doit pas être pris au sens, forcément, justement, de le rapport compliqué à la vérité, de l'information vraie. Mais d'information, c'est-à-dire qu'on ne cesse, peut-être, on vit de moins en moins les choses, mais on les dit de plus en plus, on les exprime de plus en plus. Ça vaut aussi des médias traditionnels où vous avez peut-être été sensible, moi je le suis depuis quelques années, au triomphe de ce qu'on pourrait appeler l'éditorialisation, le commentaire. Tout fait l'objet d'un commentaire. Un commentaire infini. Au fond, ce qu'on appelle chaîne d'information en continu, c'est plutôt la chaîne de discussion et d'éditorialisation en continu à partir de faits qui sont de plus en plus pauvres. Il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de récits, il y a moins d'enquêtes, il y a moins de récits. Par contre, il y a de plus en plus, encore une fois, de construction à partir de faits. De la même manière, les faits divers, on a parlé beaucoup de certains faits divers récemment, aussi qui produit une véritable logorée verbale, non seulement sur les chaînes d'information, mais sur tous les réseaux sociaux, donc les individus eux-mêmes donnent leurs commentaires. Bon, la première chose qu'il faut savoir sur un fait divers, c'est que ce n'est pas un fait. Un fait divers, c'est précisément quelque chose qui, à partir d'une base réelle sur laquelle personne ne sait grand-chose, produit du discours, de plus en plus de discours, jusqu'à un point où l'imaginaire devient, ou se substitue au réel. Alors qu'est-ce qui complique du coup notre rapport ici à la vérité, et par conséquent peut-être aussi à la démocratie, alors qu'au départ c'est une promesse démocratique, nous sommes tous potentiellement via Twitter, Instagram et autres, devenus des auteurs, des journalistes, nous avons tous non seulement un avis sur ce qui se passe, un avis aussi sur ce qu'on nous dit de ce qui nous passe, de ce qui se passe, c'est-à-dire l'idée que finalement on ne nous dit pas la vérité est cachée, bon, très bien. Eh bien, de fait,
nous sommes de plus que jamais des hommes parlants. Aristote disait, ce qui désigne, ce qui distingue l'homme, c'est qu'il est doué de logos. Nous sommes désormais doués de logos, plus de Twitter, plus d'Instagram, c'est-à-dire au fond, nous sommes doués de capacité à énoncer des informations qui donnent l'impression parfois, et l'impression qui pour le coup fait de nous un peu ce roi fou, de croire qu'il est le roi, de croire qu'on est le roi du monde parce qu'on est le roi, parce qu'on a un nombre de followers incroyable. Il est évident que si une vérité est proportionnelle au nombre de likes, de j'aime, de pouces bleus, etc., ça incite forcément à produire des vérités, en tout cas des énoncés, qui sont des énoncés qui vont produire de la réaction. Et pour produire de la réaction, il vaut mieux avoir des énoncés un peu violents, un peu subversifs en apparence, etc. Alors, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que je ne veux pas du tout faire une critique ici des réseaux sociaux de manière univoque. Je voudrais essayer de comprendre comment à la fois ça réalise une promesse de la démocratie, et ce que chaque citoyen a les moyens, je dirais, au fond, de donner son opinion, mais ça aussi, ça peut falsifier cette promesse à partir du moment où ce qui est donné comme opinion s'oublie comme opinion. Ce qui se présente, ou ce qui est d'abord une opinion, un choix, une conception, une perspective sur le monde prétend être une vérité, une certitude, un absolu sur le monde. Je dirais que les réseaux sociaux, cette manière de vouloir au fond réenchanter le monde, cette manière de ne pas vouloir en rester aux faits, qui sont souvent des chiffres présentés pour justifier le telle politique, eh bien, les réseaux sociaux marquent bien l'ambivalence du rapport politique-vérité que je vais essayer d'illustrer en citant une philosophe qui a beaucoup réfléchi sur cette question, à savoir Hannah Arendt. Hannah Arendt a écrit un texte qui s'appelle « Mensonge et politique », dans lequel, de manière assez provocante, elle rapproche la politique, et en particulier d'ailleurs la politique démocratique, du mensonge, c'est-à-dire de rapports falsifiés au vrai que peuvent entretenir certains individus. Et elle va jusqu'à expliquer qu'au fond, le mensonge n'est pas dans le sens où on l'attend, à savoir que c'est tous des menteurs, mais que les hommes politiques seraient tous des menteurs, mais qu'il y a un lien quasiment originaire, c'est-à-dire une origine partagée entre notre capacité à mentir et notre capacité à faire de la politique, c'est-à-dire à agir. Je la lis. Hannah Arendt écrit « La négation délibérée de la réalité, c'est-à-dire la capacité de mentir, et la possibilité de modifier les faits, c'est-à-dire la capacité d'agir, sont intimement liées. Elles procèdent l'une et l'autre de la même source, l'imagination. » Ça veut dire qu'il y a une source unique, au fond, à la transformation du monde, ça c'est la politique, et au mensonge. Alors cette phrase un peu provocante, au fond, ce n'est pas du tout, évidemment, dans l'esprit d'Hannah Arendt, un argument en faveur du relativisme ou une sorte d'immoralisme à la Nietzsche, pour le coup, assumé. Ce qu'elle veut dire, et qui à mon avis est vrai, c'est que dans la politique, c'est-à-dire dans ce qu'elle appelle la capacité d'agir, de créer du nouveau dans le monde, eh bien, dans la politique, l'alternative entre le vrai et le faux n'est pas suffisante. Parce qu'il y a des puissances, une puissance d'action qui se trouve dans l'imaginaire. Et qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Sinon, c'est ce pouvoir que nous avons de modifier les faits, de les faire varier, de les appréhender de manière différente. Autrement dit, de bien voir que les faits, ce qui nous est présenté, encore une fois, je reviens toujours à cette phrase, votre PIB est le nôtre, les faits sont des faits qui sont toujours établis, si je puis dire. Ils sont établis par le pouvoir, par les dirigeants, et nous pouvons, par l'imagination, les désétablir. C'est-à-dire, par exemple, décider que pour évaluer la grandeur d'une richesse, nous allons cesser d'adopter comme critères les critères du PIB. Par temps de crise écologique, il serait peut-être bon de penser d'autres critères d'évaluation de ce que c'est que la prospérité, que la richesse, que simplement la production industrielle. Par exemple, le bien-être, par exemple, le temps libre. Autrement dit, ce qui nous est présenté comme un fait, la capacité politique, que Hannah Arendt appelle ici l'imagination, va être non pas niée comme vrai, évidemment, mais relativisée. On va lui substituer non pas d'autres faits, mais d'autres récits. D'ailleurs, de toute façon, Hannah Arendt le note aussi, il y a, je la cite, une nature non politique et virtuellement antipolitique de la vérité.
il y a une tendance anti-politique de la vérité. Ça veut dire que quelqu'un qui viendrait sur scène, je suis un peu en train de le faire, mais qui viendrait sur scène et qui pérorerait depuis la vérité mais pour susciter l'adhésion politique, que je ne fais pas pour le coup des individus, c'est quand même aujourd'hui quelqu'un de suspect. La vérité, on peut penser, c'est la thèse d'Arendt, qu'en fait, elle est détenue à plusieurs, que la vérité est élaborée à plusieurs, que le fait, les faits ne sont pas aussi têtus que le disait Lénine. Lénine disait les faits sont têtus. Et il ne pouvait le dire que parce qu'il considérait qu'il avait, lui, une théorie de la science, de ce qu'était l'histoire, le matérialisme historique, marxiste, et que donc, au fond, les faits s'imposeraient nécessairement. Les faits ici étaient les faits révolutionnaires. Les faits sont de moins en moins têtus aujourd'hui, du fait même qu'ils font l'objet d'une mise en discussion, d'une mise en confrontation par tous les moyens techniques dont nous disposons. Alors, ça c'est pour ce qui, dans nos doutes sur la vérité avec un grand V, celle qui peut-être nous fait mourir, comme dirait Nietzsche, celle dont l'art nous permet de ne pas mourir, ces doutes-là ont quelque chose de consubstantiel à la démocratie. Là où il y a un retournement potentiellement antidémocratique ou anti-politique, c'est, je le répète, lorsque ce doute sur la vérité devient une certitude sur l'inexistence de la vérité. D'ailleurs, de manière parfaitement paradoxale, c'est un paradoxe qui était bien connu déjà chez les Grecs anciens, à savoir un Crétois qui arrive, un habitant de la Crète, et qui dit, qui prononce la phrase suivante, tous les Crétois sont des menteurs. Si un Crétois, un habitant de Crète arrive et explique que tous les Crétois sont des menteurs, évidemment, on est pris dans des abîmes de discussion, puisque si les Crétois ils mentent, donc dit-il la vérité en affirmant qu'il ne la dit pas, cela pose un certain nombre de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on doit être relativiste, soyons-le de manière cohérente, c'est-à-dire n'affirmons pas sur un mode dogmatique que rien n'est vrai. Parce que quelqu'un qui, évidemment, je répète, affirme que rien n'est vrai, la question peut lui être posée, mais la phrase sur laquelle rien n'est vrai est vraie. Les réponses sont conclues. C'est ce qu'on appelle, les philosophes appellent ça, ou les logiciens, d'ailleurs, le paradoxe de Munchausen. Munchausen était un baron qui se noyait, qui s'est noyé, mais qui essayait de se sortir la tête de l'eau en se tirant par les cheveux. Oui. Donc, c'est une contradiction entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, et le but pour lequel on le fait. Autrement dit, lorsque la haine de la vérité, le doute sur la vérité, et j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous avions quelques raisons de ne pas simplement prendre des faits pour des arguments, lorsque ce doute sur la vérité, lorsque la fragilité de la vérité fait que nous en déduisons une sorte de haine de la vérité, un refus absolu de la vérité, en fait nous nous contredisons avant même de savoir si c'est moral ou pas. Notre rapport à la vérité, et je vais m'acheminer, je ne sais pas, il faut me faire des signes lentement vers la 5 minutes, je vais m'acheminer vers la conclusion alors. Notre rapport à la vérité, en démocratie particulièrement, n'est pas un rapport neutre. Le citoyen n'est pas, même s'il est scientifique, je dirais, de profession, dès lors qu'il devient citoyen, il n'a plus un rapport objectif à la vérité. Dans les fameuses phrases, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ou toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre, cela vient simplement de ce que la vérité nous affecte. La vérité n'est pas seulement soluble dans des équations mathématiques ou dans des démonstrations d'ordre physique. Nous sommes investis d'affect vis-à-vis de la vérité. Ce qui fait que parfois on peut être passionnément attaché à une vérité. Par exemple, j'en ai parlé un peu, les complotistes les plus radicaux, au fond, ils tiennent à leur vérité. La vérité, c'est que tout le monde nous ment. Bon, ils y tiennent parce que, je crois, si on en fait un peu la généalogie, parce qu'ils sont déçus par le prosaïsme du monde. Ils ont besoin d'un grand récit alternatif, quel qu'il soit. Il y a des complotismes joyeux, hein. Il n'y a pas que des complotismes méchants, il y a des faits alternatifs qui peuvent être des faits finalement artistiques aussi. Il y a des délires qui peuvent être géniaux. Bon, mais le point commun, et puis il y en a qui peuvent être racistes, il y a des complots évidemment qui sont absolument odieux, mais le point de commun, le point de départ commun si je puis dire, c'est au fond que le domaine du démontrable, comme le disait Pascal, ce qui est démontrable est indifférent. C'est-à-dire les vérités scientifiques démontrées sont les vérités qui nous touchent le moins, celles qui touchent au moins au cœur, c'est-à-dire qui ont le moins d'impact sur nos propres vies, sur notre propre psychisme. En revanche,
Il est des vérités, les vérités qui touchent à l'existence de Dieu, les vérités qui touchent à la nature de la justice, les vérités qui touchent, et qui sont donc pour une partie des vérités de type politique. Ces vérités-là, on y tient parfois de manière plus passionnelle qu'à un amour. C'est-à-dire que renoncer à sa vérité, hein, c'est-à-dire à sa croyance, qui souvent s'ignore comme croyance, se prend pour un savoir, renoncer à sa vérité pour un individu, c'est parfois renoncer à ce qu'il est lui-même. Il s'est tellement identifié à elle que je crois qu'il faut comprendre que la post-vérité, le risque de rentrer dans des sociétés qui mèneraient finalement à la guerre, puisque chacun serait en quelque sorte détenteur d'une vérité alternative à celle que nous avons sous les yeux, cette post-vérité vient, ce désir pour une vérité alternative vient d'une rage contre l'inexplicable. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il est très difficile d'admettre que l'incompétence, la bêtise, sont des causes dans l'histoire qui sont au moins aussi déterminantes que le calcul, la stratégie, la maîtrise. Mais peut-être qu'on peut l'admettre si l'on admet ce qui est pour le coup, et je vais m'arrêter là, une des conditions de la politique, c'est-à-dire précisément que la politique, c'est dans le champ, en tout cas la démocratie, c'est dans le champ des vérités fragiles, c'est dans le champ des faits qui sont contestables, c'est dans le champ de ce qui n'est pas de l'ordre de la certitude ou du savoir qu'elle a lieu. On oppose souvent à la post-vérité, les journalistes, ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire il y a dans tous les journaux aujourd'hui, Le Monde, la Libération, partout, peut-être au Figaro, je ne sais pas, mais il y a des équipes qui consistent qui sont des journalistes, dont le travail consiste à vérifier, il y a tellement de fake news, bon, je suis désolé de parler en novlangue, hein, mais c'est, voilà. Il y a tellement de fake news qui circulent que leur travail consiste à rétablir les faits. Alors, c'est à la fois salutaire et en même temps, je pense que c'est limité comme réponse à cette espèce d'inflation de fausses nouvelles ou de faits alternatifs. C'est évidemment, c'est évidemment salutaire, au sens où c'est le travail du journaliste, en principe, je dirais, de regrouper les informations, de vérifier les faits, et donc par conséquent d'essayer de restituer au débat public un minimum je dirais, de caractère pacifique, parce qu'il est évident que si nous ne mettons pas la même chose sous les mêmes mots, si nous ne nous entendons pas au minimum sur les faits, alors la logique est forcément tendanciellement celle de la guerre. Au fond, mal nommer les choses, disait Camus, je crois, oui, c'est déjà ajouter au malheur du monde. C'est-à-dire ne pas s'entendre sur le sens des mots ou sur le sens des faits, de ce qui advient. Évidemment, le fact-checking, de ce point de vue-là, constitue sans doute un élément aujourd'hui important. En même temps limité, parce que, précisément, la politique, elle n'est pas faite, si je puis dire, que de faits. Elle est faite, et là je reviens à Nietzsche, d'interprétation. Au fond, un politique, ce n'est pas tellement un homme politique ou même un citoyen, ce n'est pas tellement quand on a des débats, je sais pas, le dimanche, en général, ça finit parfois, politique, ça finit parfois de manière un peu, bon, ça fait partie des charmes de la France, hein, de manière un peu, on monte vers les aigus, je dirais. Le discours politique n'est pas fait en démocratie uniquement de savoir rationnel ou de faits établis, il est précisément investi par ce que Hannah Arendt disait être le point commun, le point d'origine commune entre mensonge et action, c'est-à-dire notre imagination qui peut nous faire, notre puissance d'imagination, notre rhétorique, notre capacité, au fond, de sélectionner simplement dans tous les faits, qui sont de plus en plus nombreux auxquels nous avons accès, ceux qui vont aller dans le sens de notre propre discours politique. On critique beaucoup la rhétorique, mais la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre, c'est-à-dire le fait d'user de l'imagination aussi, et pas seulement de la raison pure, si je puis dire, pour parler politiquement, elle est intrinsèquement liée à la démocratie. Pourquoi ? Parce que dans la démocratie, on part du principe que ce qui existe, les faits, c'est réel, mais ça n'est pas pour autant nécessaire. Que les faits, rétablir les faits, le fact-checking est une vertu journalistique, mais ce n'est pas le dernier mot de la politique, parce qu'une fois qu'on a établi les faits, reste ou doit demeurer l'idée que ces faits ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qu'on peut agir sur eux. Et que pour agir sur eux, il faut précisément relativiser leur prétention à être des arguments. Et comme je l'ai dit souvent aujourd'hui, les faits
qui nous sont présentés au titre de nécessité, ce sont souvent des chiffres, et nous sommes de plus en plus gouvernés par les nombres. Par conséquent, notre imagination ici doit consister, me semble-t-il, une fois qu'on a essayé de rétablir les faits, une fois qu'on a tout de même donné à l'objectivité la place qui est la sienne en politique, le but est aussi de réinvestir d'imaginaire, c'est-à-dire de comprendre que notre monde, les faits de notre monde ne sont pas des fatalismes, comme dirait Nietzsche, que nous pouvons aussi agir sur eux, et finalement qu'il s'agit non pas seulement de nous réconcilier avec la vérité, mais aussi de nous réconcilier avec l'incertitude, qui est la part subjective la plus forte de la démocratie. L'affirmation péremptoire de la certitude de celui qui connaît les faits mieux que les autres est potentiellement antidémocratique. C'est à la fragilité de la vérité, ou avec elle, qu'il s'agit de nous réconcilier, avec l'indétermination démocratique, et au fond, nous avons besoin peut-être aujourd'hui de doute autant que d'expertise, d'incertitude autant que de savoir, de confrontation autant que de vérité objective. Voilà, je vous remercie.